dans ce cadre de hauts fourneaux, d'usines et de fours fumants que le maréchal a voulu parler à la classe ouvrière, a voulu énoncer les bases de la politique sociale sur laquelle sera établie la France de demain. En Russie, dans les pires conditions climatiques, il y a au milieu des armées allemandes les quelques milliers d'hommes qui ont formé la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Qu'y a-t-il de commun entre eux et ceux de Bir Hakeim? Sinon que l'on meurt des deux côtés sous le drapeau tricolore qui n'est plus le même drapeau. Mais dans le ciel de la Russie se battent des aviateurs français, ralliés à De Gaulle. L'escadrille Normandie-Niemen. Décidément, cette histoire est tissée de contradictions et certaines aujourd'hui nous serrent le cœur. Quand les Français évoquent la guerre à l'Est, c'est pour admirer la ténacité, l'incroyable courage des armées et des populations russes. C'est à Stalingrad que va se jouer le tournant décisif de la guerre, que le maréchal Paulus va reconnaître sa défaite. C'est parce que la population de Leningrad assiégée va tenir bon sous les coups de boutoir de la Wehrmacht que pour Hitler va commencer le temps de la défaite. Cette défaite, annoncée par la jonction des vainqueurs soviétiques, va se confirmer soudain sous nos yeux comme une promesse quand les Alliés, le 8 novembre 1942, vont débarquer en Afrique du Nord sur un sol qui est alors français. Dans la ville, la résistance française prend les armes. Alger, grâce à elle, grâce à quelques héros, est délivrée en quelques heures. Délivrée militairement. Le reste sera plus long. À Toulon se trouve le plus bel atout que la France puisse encore mettre en avant pour rentrer dans la guerre, notre flotte. À l'annonce du débarquement en Afrique du Nord, les Allemands franchissent la ligne de démarcation et foncent sur Toulon. Pour ne pas tomber entre leurs mains, la flotte française, sur l'ordre de l'amiral de Laborde, choisit de se saborder. Je me souviens, chez les Français alors, devant un tel gâchis. Quel désespoir, quelle colère. En Afrique du Nord, l'amiral Darlan a cru le moment venu de rejoindre la cause des Alliés. Après son assassinat, en décembre 1942, le général Giraud lui succède à la tête de l'Afrique du Nord française où De Gaulle est jusque-là tenu à l'écart. Se réunissant à Casablanca, Roosevelt et Churchill appellent à eux Giraud et De Gaulle. C'est au prix seul de leur entente que pourront se fondre tous les Français engagés dans le combat. Les négociations seront longues et laborieuses. Ni Giraud ni De Gaulle ne veulent s'effacer au profit l'un de l'autre. Mais la conférence de Casablanca, c'est aussi une décision capitale. Roosevelt et Churchill décident que les Alliés débarqueront en France au printemps de 1944. L'armée française d'Afrique du Nord, sous les ordres du général Giraud, est rentrée dans la guerre. Les forces françaises libres, avec Leclerc, se sont emparées, elles, de Sebha, capitale du Fezzan. Leclerc sait qu'il pourra prendre lui-même Gadanès, tout proche de la frontière tunisienne, mais il se sent hors d'état de s'emparer de Ghat. Or, de l'autre côté de la frontière, un officier, hier encore vichiste, commande le fort Charlet. Leclerc lui envoie un messager pour obtenir de lui qu'il l'aide à prendre Ghat. L'officier réagit admirablement et adresse ce télégramme à Leclerc: « Nous sommes fiers d'avoir repris les armes, vive la France !» Le 25 janvier 1943, nouveau télégramme, le drapeau français flotte sur Ghat. Le 26, les troupes de Leclerc prennent Gadanès.
Moment émouvant qui aurait dû annoncer la réconciliation de tous ceux qui vont se battre contre le même ennemi. Mais celle-ci ne se fera pas aussi facilement partout. Mais le principal est qu'elle soit amorcée. Ces troupes qui défilent devant De Gaulle à Alger sont déjà l'amorce de l'amalgame qui redonnera à la France l'armée qu'elle a perdue. Et la fondation du Comité français de libération nationale, sous la double présidence de De Gaulle et de Giraud, avant que De Gaulle en reste le seul président, est un nouveau présage d'un retour à l'unité. Les quelques pilotes français passés en Angleterre en 1940 se sont multipliés. Certains sont devenus chefs d'unités britanniques tels que Paul Ezzano ou René Mouchotte, tués au combat en 1943. Pierre Klosterman, avec 33 victoires homologuées, est le plus populaire d'entre eux. Mais les appareils livrés par les Américains permettront aux Français de former, en mai 1944, la 31e escadre de bombardement. Ils disposeront de 17 groupes de chasse, 7 en Angleterre, 9 en Afrique du Nord, 1 en URSS. Quand parfois les pilotes abattus sur la France ont le temps de sauter en parachute, c'est la résistance qu'ils trouvent pour les recueillir. Depuis que Vichy a ordonné le service du travail obligatoire, ce qui veut dire le départ forcé en Allemagne, beaucoup de ceux qui sont concernés ont rejoint les maquis. À travers le pays, ces zones de refuge et bientôt de combat ont essaimé. En avril 1944, le général Koenig est nommé commandant des forces françaises de l'intérieur, autrement dit les FFI. Les francs-tireurs et partisans, les FTP, d'inspiration communiste, acceptent de reconnaître l'autorité symbolique de Koenig, mais gardent en fait leur autonomie. Mais des divisions plus classiques se sont formées en même temps. Elles se sont jetées au combat en Tunisie, d'où elles ont chassé les Allemands. Le général de Gaulle et le général Delattre de Tassigny, qui l'a rejoint après une évasion épique, inspectent nos troupes. Une fois encore, c'est l'armée d'Afrique qui monte en ligne. Légionnaires, tirailleurs reprennent aujourd'hui le combat. Et c'est cette armée que l'on croyait perdue, qui se retrouve en quelques jours et rassemblant ses faibles moyens, s'apprête à faire face et à combattre. À 16 h, la bataille commence. Et puis, c'est l'Italie. L'Italie, où le général Juin débarque en novembre 1943 avec la 2e division d'infanterie marocaine. Juin va passer aussitôt à l'attaque au cœur des Abruzzes. Les célèbres tabors marocains enlèvent le mont Pantano aux Allemands déconcertés. Ils sont dotés, pour cette guerre de montagne, d'une arme formidable dont sont dépourvus les Américains, les mulets. En mars 1944, le corps expéditionnaire se déplace dans le secteur du Garigliano, renforcé par la 1re division française libre, par la 4e division marocaine de montagne et 4 détachements de tabors marocains. Il va constituer le fer de lance de l'attaque du 11 mai 1944. La 2e division d'infanterie marocaine perce le front allemand et permet de s'emparer des clés de la défense ennemie. Les tabors exploitent la percée, Cassino va tomber, la route de Rome est ouverte. Jusqu'en novembre 1942, Juin avait été fidèle à Vichy. La présence côte à côte de De Gaulle et de Juin est devenue la preuve palpable de l'unité retrouvée.
C'est le 5 juin 1944 que Rome sera prise. Les troupes françaises victorieuses d'Italie vont former le noyau de la première armée française. 260 000 hommes, 7 divisions, dont 2 blindés, placés sous le commandement du général de Lattre de Tassigny. La première armée est prête pour la nouvelle opération qui se prépare, le débarquement en Provence. Mais l'on sait déjà qu'un autre débarquement doit réussir auparavant, celui qu'ont décidé à Casablanca Roosevelt et Churchill. C'est de lui, décisif, que va dépendre le sort de la France. De Gaulle l'a dit, bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. À ce débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, vont participer des Français. Certains se sont même trouvés chronologiquement parmi les premiers attaquants. Le 5 juin, dès 23 heures, le 2e régiment de chasseurs parachutistes, composé entièrement de Français, rallié à De Gaulle, est largué pour moitié dans les côtes du Nord, pour moitié dans le Morbihan. Sa mission, saboter les voies ferrées et les routes pour empêcher les 150 000 soldats allemands, oui 150 000, cantonnés dans la région, de se porter au secours de leurs camarades chargés de la défense des plages normandes. Une autre armée s'est levée le 6 juin à travers la France, celle de la résistance. Eisenhower estimera que l'apport des FFI peut être comparé à celui qu'aurait fourni 15 divisions classiques. Dès lors, l'armée française marche tout droit vers l'unité tant regrettée d'abord, tant espérée ensuite, et enfin retrouvée. C'est la 2e DB de Leclerc qui débarque à son tour. Ce sont les villes et les villages qui se libèrent. C'est le débarquement en Provence, la prise de Toulon et de Marseille. C'est l'insurrection de Paris, l'entrée des chars de Leclerc dans la capitale, le triomphe de De Gaulle. Ce sont les FFI intégrés à l'armée régulière. Ce sont les batailles des Vosges et d'Alsace. Leclerc qui libère Strasbourg. De Lattre de Tassigny qui franchit le Rhin et rejoint le Danube. Ce sont les Français à Berchtesgaden, là où Hitler avait ourdi ses plans de conquête et d'asservissement de l'Europe. À Berlin, le 8 mai 1945, de Lattre, pour la France, signe l'acte de capitulation de l'Allemagne vaincue. Et nous savons que le maréchal Keitel, pénétrant dans la salle où, commandant en chef des armées allemandes, il allait reconnaître la défaite nazie, s'est écrié, en voyant De Lattre assis à la table des vainqueurs, « Quoi? Les Français aussi ?» « 1944, la France libérée. L'Empire colonial joue un rôle très particulier dans l'histoire de la libération. Entre 1940 et 1944, les Français d'outre-mer, après s'être libérés de l'emprise du gouvernement de Vichy, vont venir du bout du monde pour libérer la France. Jean-Pierre Azéma, en quoi cette histoire, ignorée du grand public, a-t-elle sa place dans notre collection ?
je dois d'abord faire une remarque préalable. Ce film ne cherche pas à donner une analyse exhaustive des enjeux politiques franco-français qu'a pu représenter l'Empire durant la Seconde Guerre mondiale. Ce film entend avant tout montrer comment ces territoires d'outre-mer ont été ou se sont progressivement libérés entre 1940 et 1944, quelles en ont été les conséquences immédiates, et il entend aussi souligner que des forces venues d'outre-mer, notamment des forces indigènes, ont participé à leur tour à la libération de la métropole proprement dite. C'est pourquoi cette histoire largement ignorée a parfaitement sa place dans la série d'émissions. Pour affronter en ce début juin 1944 les canons allemands, des hommes sont venus du Pacifique, des Caraïbes, de Guyane, de l'océan Indien, d'Afrique et d'Indochine, de ce qu'on appelait encore l'Empire colonial français. Et ce qui a été notre grande fierté, évidemment, c'est que nous avons été les premiers à être sur le sol de France. De Gaulle a obtenu de Churchill que ce soit des Français, donc les parachutistes SAS ont été les premiers qui sont arrivés sur le sol de France. Alors, les premiers sticks chargés de préparer nos camps ont été parachutés dans la nuit du 2, mois donc de juin, et moi j'ai été parachuté dans la nuit du 4, et le gros du bataillon a été parachuté le jour du débarquement. Et un beau jour, sans nous dire rien du tout, on nous a demandé tous de faire notre testament. Et nous partîmes sans rien du tout, en tenue, les mains libres avec ce qu'on avait pour se battre. Et nous partîmes en France. Chaland de débarquement, le Courbet. Et nous fûmes les premiers sur les rives de France, à Rivabella, à Ouistreham, à Hermanville-la-Mivoie. On a regardé, moi j'ai regardé, j'ai vu des petits tanks qui se déplaçaient partout, j'ai vu des hommes qui se noillaient, tiraient des coups de fusil. Et puis un moment j'avais peur, je me suis couché en bordure d'une route, une dame s'est couchée sur moi, et un avion allemand passait, un Messerschmitt, il a tiré, et puis après ça, quand il eut terminé, je poussais la vieille dame, j'avais senti une huile chaude dans ma figure, sur mon corps, je passais la main, j'ai vu que c'était rouge. J'ai dit au bon Dieu, je suis mort, je ne verrai plus la Guadeloupe. Mais c'est la bonne femme qui avait ramassé une châtaigne. Et alors, elle avait rendu son âme et son sang sur moi, à Ouistreham. L'Empire, mot magique qui fait rêver les Français. L'Empire qui, avec une superficie de 22 fois celle de la France, s'étend sur les 5 continents et représente une population de plus de 110 millions d'habitants. Et parmi les millions de visiteurs de l'exposition coloniale de 1931, nul n'aurait pu songer à l'importance que cet empire prendrait dans le conflit mondial qui allait éclater moins de 10 ans plus tard. Les Français viennent à Vincennes s'approprier un morceau de ces colonies dont ils sont si fiers, car elles sont le prolongement naturel de la métropole, et rien ne changera jusqu'à la veille de la guerre. Expression de la richesse et de la puissance de la France des 5 parties du monde, hommage à nos populations d'outre-mer et à l'aide considérable qu'elles apportent à la métropole, fête de l'armée coloniale, fête de notre empire si vaste que le soleil ne s'y couche jamais. Si la colonie prodigue à la métropole ses richesses économiques, la France lui apporte des bienfaits d'un autre ordre. La France a voulu que son œuvre civilisatrice ne se traduise pas seulement dans des faits matériels, mais aussi dans le domaine intellectuel et spirituel. C'est demain, avec le concours de cette génération indigène éduquée et formée par la France, que nous pourrons poursuivre les grands projets qui feront de l'Empire français en Afrique le plus beau fleuron de notre couronne impériale. Formés et encadrés par des officiers venus de métropole, défilant au rythme des musiques militaires françaises, ces hommes qui partiront bientôt, mobilisés pour défendre le sol de France, ne sont pas pour la plupart citoyens français et ils n'ont pas le droit de vote.
Les Français sont confiants dans la force de leur empire, présenté comme un réservoir de près de 2 millions de soldats potentiels. Et le 14 juillet 1939, en voyant défiler les tirailleurs sénégalais, les goumiers, les spahis et les méharistes sur les Champs-Élysées, la France se sent surprotégée à l'abri de son empire. Nous étions gonflés, si vous me permettez cette expression, car nous venions de, j'allais dire subir, entre guillemets, un film qui est passé je ne sais pas combien de fois dans les salles de cinéma, en particulier chez Hickson, et qui ensuite est passé en brousse. Le titre de ce livre, c'était « Sommes-nous défendus ?» Et dans ce film, dans ce documentaire, on voyait les plus gros chars qui, paraît-il, existaient, qui couchaient les arbres, qui couchaient les murs. Et on s'est dit, avec ça, eh bien, les Allemands, ils pourront venir. Nos chars, vous allez voir comment ils vont s'en occuper. Ensuite, l'avion, l'aviation française. Nous avions des avions de chasse qui s'appelaient le Morane 406, qui était le seul avion à avoir un canon dans l'axe de l'hélice. Avec notre Morane 406, les Messerschmitt, ils peuvent toujours venir. Et puis ensuite, il y avait la marine française, avec des navires comme le Dunkerque, comme le Triomphant, etc., qui avaient un armement et une vitesse inégalée par les autres marines. Nous étions gonflés. Vous allez voir ce qu'ils vont prendre, les Boches, avec ça. Ah, ils veulent nous attaquer. Eh bien, vous allez voir. Et hélas, on a vu. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Moi, j'étais au lycée. Tous les jours, en sortant à 11 h, je prenais mon vélo et je descendais au local du bi-hebdomadaire, le bulletin du commerce. Et là étaient affichées les dernières nouvelles, tapées à la machine, des nouvelles de la guerre. Les gens sortaient de leur travail, s'arrêtaient là, les collégiens, eux, descendaient, et tout le monde s'est réunissé devant le bulletin du commerce pour lire les nouvelles. Et ce jour-là, il y avait tellement de monde, qu'il a fallu que ce soit quelqu'un qui monte sur l'estrade du bulletin du commerce, qui lise la dépêche annonçant l'armistice. Ça a été un silence impressionnant, car on ne pouvait pas le croire. On ne pouvait pas s'imaginer que la France venait de perdre la guerre, alors qu'elle avait gagné celle de 14-18. C'était pas possible pour nous. À 20 000 kilomètres, on ne pouvait pas s'imaginer ça. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. Tous les Calédoniens voulaient continuer la guerre, avec l'Angleterre au besoin. On ne connaissait pas De Gaulle tout à fait à cette époque-là, c'était avant De Gaulle même. Dès qu'il y a eu la défaite, on a voulu continuer la guerre avec l'Angleterre. Et après, il y a eu De Gaulle. Mais on voulait continuer la guerre, il n'y a pas de question de... On voulait continuer la guerre, on acceptait la défaite. On se dit que ce n'était pas possible que la France capitule. On nous avait tellement raconté d'histoires à ce sujet-là aussi, hein. L'infanterie reine des batailles, le char de 70 tonnes qui défilait, on était complètement imbus de la force française. Et ça nous a complètement anéanti de l'avoir en 15 jours. Ça s'est passé en 15 jours en réalité. Alors là, ça nous a complètement sidérés, là. Ce qu'on voulait, nous, c'est participer à la lutte, comme nos parents en 14-18 qui sont partis d'ici. Ils ont été plus de 2000 ou 2500 à faire la guerre de 1914-1918. Pour la même raison, nous voulions défendre notre mère patrie. Parce que
nous avions à l'époque des instituteurs qui nous apprenaient ce que c'était que la France, ce que c'était que la patrie. Et on aimait la patrie comme notre mère, parce qu'on nous avait dit que c'était la France, d'où nos parents venaient, si vous voulez. Voyez. Or, pour ça, simplement, il fallait défendre. Si votre mère est en danger, vous allez la défendre. Rassembler l'Empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but et notre seule ambition. On a vu tout de suite que les Allemands étant en France, ben, il fallait aller les en sortir par les armes et que c'était la seule et unique possibilité si on ne voulait pas devenir colonie allemande. Pétain et De Gaulle vont essayer de se disputer l'Empire car l'enjeu est de taille. Élément de marchandage avec les Allemands, l'Empire reste pour Pétain un des rares atouts en matière de politique étrangère. Réfugié à Londres, De Gaulle comprend que l'Empire français, tout comme l'Empire colonial britannique, prend une valeur stratégique de première importance. Ce sera la base arrière à partir de laquelle il pourra entamer la reconquête de la France. Ce sera un échec à Dakar le 23 septembre 1940. Le gouverneur resté fidèle à la légalité de l'État français fait tirer sur les bateaux et les émissaires gaullistes. L'Afrique occidentale française reste vichysoise. En octobre 1940, De Gaulle est à Brazzaville. Pour lui, qui jusque-là n'avait que le sol anglais où poser les pieds, il s'agit du premier rendez-vous avec la terre de France, car dès les 26, 27, 28 août 1940, l'Afrique équatoriale française ainsi que le Cameroun avaient rallié la France libre, avec à sa tête le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, un Guyanais. Premier ralliement symbolique, certes, mais Paris occupé, Vichy contesté, Brazzaville devient alors la capitale de la France libre. Mais l'Afrique occidentale française, l'Afrique française du Nord et l'Indochine, les colonies les plus riches, restent vichysoises. D'autres ralliements dans le Pacifique suivront bientôt, mais ces territoires sont loin, pauvres et peu peuplés. Les gens ont pris conscience tout de suite que les unités vichistes qui étaient en Nouvelle-Calédonie acceptaient la défaite telle qu'elle était, qu'il n'était pas question que la Calédonie bouge, que ça resterait comme ça, malgré que nos voisins immédiats, Nouvelle-Zélande, Australie, etc., rentrent dans la guerre. On savait qu'on allait avoir des problèmes, il n'y avait plus de bateaux qui arrivaient ici, nous n'avions plus de contact avec personne, notre commerce important avec les pays voisins ne se faisait plus. Par conséquent, on savait qu'il fallait que quelque chose se passe. Alors le ralliement, ça s'est passé par une descente des broussards dans la nuit du 18 au 19 septembre 1940, parce qu'on en avait marre des atermoiements et des tergiversations, et on a décidé, on y va. On y va où et on fait quoi? Ça, on ne sait pas, mais on va faire quelque chose et on va donc obliger le gouverneur à obéir. Et à Nouméa, l'arrivée de 500 broussards dans la ville de Nouméa, ça a été évidemment une révolution. Au même moment, des Nouvelles Hébrides, condominium des deux empires français et britanniques, situés à 600 km au nord de la Nouvelle-Calédonie, arrive le gouverneur Henri Soto, rallié à De Gaulle depuis juillet 1940. Avec l'aide de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, Soto vient prendre la place des autorités vichistes. Et le gouverneur Soto a débarqué sur le quai de Nouméa, devant toute la population réunie, et il a été accompagné avec enthousiasme, et je dirais même triomphe, jusqu'aux anciens bureaux du gouverneur, au palais du gouverneur. Ce ralliement, il s'est fait par le coup de force des broussards, appuyé sur des Nouméens, appuyé sur des géomètres, appuyé sur d'autres fonctionnaires des travaux publics qui avaient mobilisé les camions des travaux publics pour permettre la descente des broussards, car autrement, s'il n'y avait pas eu de moyen de transport, il n'y aurait pas eu moyen de faire descendre les broussards. Quand on a eu fait le ralliement, on a pris tous ces gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, on leur a dit, puisque vous n'êtes pas d'accord avec nous, soyez d'accord avec ceux du Vietnam là-bas, ils sont vichistes. On les a envoyés là-bas. Ça a été clair, net et précis. On était lancé dans la guerre et on savait que cette guerre, elle était internationale, que ça allait partout et que l'occupation de la France se ferait de plus en plus, puisque la France géographiquement formait une plateforme qui était intéressante pour les Allemands, en particulier pour la conquête de l'Angleterre, puisque dès les premiers jours après Dunkerque, ils ont commencé à envoyer par centaines leurs bombardiers sur l'Angleterre.
Et nous n'avions pratiquement pas de relation autre que celle que nous avions avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les Nouvelles Hébrides, mais pratiquement rien avec Tahiti. Nous savions que Tahiti avait rallié aussi, mais Tahiti se trouvait dans la même position que nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de contact avec la France, plus rien. Ils ont eu, eux aussi, de grosses difficultés. En effet, à 5000 km de la Nouvelle-Calédonie, les établissements français d'Océanie, comme on appelait alors la Polynésie française, avaient rallié la France libre dès le 2 septembre 1940. Évidemment, on cherchait la liberté. Et pour nous, De Gaulle, c'est la liberté. C'est libérer la France. C'est comme ça que nous nous sommes penchés par là. Mais d'un autre côté, c'est le ravitaillement. Parce que tout l'Ouest, c'est anglais. De l'Océanie. Sélection du reste du monde va inscrire 5 buts, tous les 5 par des Sud-Américains. Le Colombien De Avila a réussi le premier, le Brésilien Ronaldo et l'Argentin Batistuta, offrant ensuite un véritable festival au public marseillais en marquant chacun 2 buts. Même si ce match se veut être simplement une fête, il donne déjà des frissons aux Européens appelés à rencontrer ces pays de football que sont le Brésil et l'Argentine. Enfin, la petite histoire retiendra que l'Europe s'est inclinée 5-2 et que c'est Zinedine Zidane qui inscrit le seul but de la deuxième mi-temps. Le 12 juin prochain, il sera de retour au stade Vélodrome, mais cette fois avec l'équipe de France. Et là, il ne sera plus question de match de gala. Toujours à Marseille, une manifestation de 2000 chômeurs ce matin sur la Canebière, ainsi que la grève dans les transports en commun maintenue par les syndicats. Aucun bus n'a circulé pendant une bonne partie de la journée, alors que le métro fonctionnait normalement. Le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'expulsion immédiate des dépôts occupés par les grévistes. Du côté de la SNCF, l'édition de ce petit guide pour permettre aux supporters de la Coupe du Monde de se rendre plus facilement sur les lieux du match. Et puis toujours dans l'actualité des transports, la paralysie totale aujourd'hui à Marseille, où les conducteurs de bus ont cessé le travail après une nouvelle agression hier soir. Même type d'action, on l'apprend à l'instant pour ceux de Saint-Étienne. J'en viens maintenant à la mort d'un lycéen de 18 ans la nuit dernière près de Lyon. Le jeune homme a succombé à ses blessures après avoir été violemment agressé à Vénissieux par 3 racketteurs, tous mineurs. Ils ont été écroués. Jean-Marie Delot et Frédéric Martin sont allés dans le lycée de la victime où l'annonce de sa mort a suscité une vive émotion. Des lycéens de la classe de Jean-Marc abattus mais qui ne sont pas restés sans réaction. Une salle de recueillement a été installée au lycée Condorcet à Saint-Priest. Beaucoup de poèmes ont été écrits en mémoire de leurs camarades. Jean-Marc était un garçon de 18 ans, ceinture noire de judo et adepte de la non-violence. J'ai très mal réagi, bien sûr, parce que c'est tout à fait injuste. Il avait 18 ans, il avait même pas... Enfin... C'est un garçon comment? J'ai jamais vu un garçon aussi gentil que lui, aussi calme, gentil. Réservé, mais très, très, très gentil. D'abord, on va organiser une marche silencieuse donc autour de la ville de Saint-Priest. Ça sera surtout en sa mémoire. C'est pas pour récupérer quoi que ce soit, pour pas que ça... C'est surtout en la mémoire de Jean-Marc et pour lui qu'on fait ça. Le drame s'est déroulé dimanche après-midi à la sortie de cette station de métro à Vénissieux. Jean-Marc et 2 de ses camarades ont été abordés par 2 racketteurs qui réclamaient une chaîne en or que portait un des amis de la victime. Un 3e adolescent âgé de 17 ans et mesurant plus de 2 mètres s'est approché de Jean-Marc et sans rien dire, lui a porté un coup de pied au visage. Le jeune homme est tombé en arrière et sa tête a heurté un banc. Il est décédé cette nuit après 3 jours de coma profond. Les agresseurs ont été arrêtés. L'auteur du coup de pied a été mis en examen pour coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il s'agit de jeunes déjà connus de la justice. L'auteur du coup de pied mortel est connu pour des dégradations dans les bus TCL, mais également pour un vol-violence avec l'un des 2 autres agresseurs. L'auteur du coup de pied aurait exprimé des regrets aux policiers. Au lycée, les camarades de Jean-Marc avaient parlé de la violence à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements scolaires, sans supposer qu'elle les toucherait d'une manière aussi tragique. Des troubles heureusement bien moins graves à Castres. 6 jeunes gens d'un quartier dit sensible ont été placés en garde à vue à la suite d'incidents autour d'une brasserie dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis les professeurs et les élèves d'un lycée de Vitrolles ont décidé de se mettre en grève pour protester contre la dégradation du climat au sein de l'établissement.
La mise en examen de 9 personnes aujourd'hui à l'Aigle, dans l'Orne, toutes impliquées dans une affaire de prostitution enfantine. Et puis au lendemain des obsèques de la petite Cynthia, on sait que Sophie, l'autre fillette agressée par le meurtrier, avait mis en pratique les conseils reçus quelques jours auparavant en cours d'instruction civique pour lui échapper. Son instituteur avait expliqué aux enfants la conduite à tenir en cas d'attaque. Reportage de Denis Brunetti et Bertrand Lachat à Audange. Cela s'appelle Passeport pour le pays de prudence, un petit manuel de conseils pour résister aux violences à enfants sous forme de jeu. Diffusé à 4 millions d'exemplaires, dont l'école élémentaire d'Audange, un lundi, Sophie, 10 ans, l'étudie en instruction civique, 3 jours avant d'être agressée. Ils ont pris les situations les unes après les autres et la maîtresse leur demandait à chaque fois est-ce qu'ils avaient d'autres propositions à faire, est-ce qu'ils avaient d'autres solutions que celles décrites dans le livret. Mais l'idée de faire le mort pour échapper à un agresseur est venue dans la discussion, c'est-à-dire qu'à une page du livret, on parle de crier très fort pour effrayer en quelque sorte l'agresseur. Et certains enfants ont imaginer d'autres solutions, qui étaient donc celle-ci, de faire le mort ou de s'enfuir pour éviter donc l'agresseur. Jeudi après-midi, dans les bois à la sortie de l'école, Sophie croise Christophe Cachadourian en fuite. Il craint qu'elle ne le dénonce et lui porte des coups de couteau. Alors elle fait la morte. Il s'enfuit. La leçon de lundi a peut-être sauvé une vie. C'est ce qu'elle a déclaré elle-même dans le rapport de gendarmerie. Elle dit s'être souvenue de ce qui s'était passé quelques jours auparavant à l'école. Même en dehors du fait divers qui s'est passé 2 jours après et qui était fortuit. Bon, les enfants ont besoin d'être sensibilisés à tous ces problèmes-là, parce qu'on s'aperçoit que même sur Audange, bon, qui est une petite ville apparemment sans problème, malheureusement ça peut arriver. Sophie, légèrement blessée, va bientôt revenir en classe. L'école, comme tout Audange, veut maintenant tourner la page. Interpellation ce matin près de Dunkerque du vice-président vert du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Alain Trédez. Il est soupçonné de meurtre. À Bordeaux, reprise du procès de Maurice Papon après plus de 2 semaines d'interruption. Une audience consacrée au rôle du service des questions juives au sein de la préfecture de la Gironde, avec un témoignage très attendu, celui d'une femme qui y travaillait à l'époque et qui s'est présentée spontanément. Sur place, Jean-Pierre Berthet. Attends le jugement de Papon. Comme au premier jour du procès, comme si tout recommençait, les associations de victimes reprennent position devant le palais de justice de Bordeaux. La défense, Maître Varro en tête, aborde la reprise avec un moral de circonstance. Avec confiance. L'accusé, Maurice Papon, est soumis à un dernier examen de santé avant d'être déclaré apte à l'audience. Et enfin, la voilà, pour de bon, en chair et en os. Christiane Hippolyte, témoin de dernière heure, témoin d'une autre époque. Elle a côtoyé Maurice Papon à la préfecture de Bordeaux pendant l'occupation. À 17 ans, elle était dactylo au service des questions juives. J'étais naïve, je n'avais aucune conscience politique, témoigne Madame Hippolyte. De Maurice Papon, elle se souvient seulement qu'il était distant et qu'il avait le goût du pouvoir. Et surtout, elle le reconnaît, Christiane Hippolyte est venue soulager sa conscience. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose, en effet. Pour aller au service allemand, porter des plis, acheter, sans savoir ce qu'il y avait dedans, bon, vous me direz que je n'aurais pas changé grand-chose au destin, hein, mais non, c'est après que j'ai mieux compris. Et Maurice Papon ne s'en sort pas si mal. Ce témoin que l'on disait à charge avait surtout une histoire personnelle à raconter aux jurés. L'accusé s'est d'ailleurs plutôt bien défendu aujourd'hui. Interrogé longuement par le président sur les pratiques quotidiennes de la préfecture, Maurice Papon a même réussi à glisser que le service des questions juives qu'il supervisait n'était qu'une courroie de transmission. Et il l'a dit dans une relative indifférence, comme si les 2 semaines d'interruption avaient un peu anesthésié le procès. Mise en examen de l'ancien ministre RPR, Lucette Michaud-Chevry, présidente du Conseil régional de la Guadeloupe, et ce pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique, après la plainte de l'ancien directeur du service financier de la région. Et puis à Saint-Denis de la Réunion, la Cour d'appel a prononcé des peines de 6 à 12 mois de prison ferme à l'encontre de l'ancien député maire socialiste Gilbert Annette et de 2 responsables de la Compagnie Générale des Eaux. Début de l'examen par les députés du projet de loi de Jean-Pierre Chevènement sur l'immigration, des discussions qui s'annoncent difficiles. L'opposition a déposé 3 motions de procédure et plus de 1300 amendements, alors que le texte ne fait pas l'unanimité à gauche non plus. À l'Assemblée, Laure de Breuil et Martini Fergan.
Soustraire l'immigré au rôle de punching ball du débat gauche-droite. Jean-Pierre Chevènement inscrivait ainsi au fronton de ce débat l'intention du gouvernement. Devant des rangs clairsemés, le ministre de l'Intérieur a plaidé pour son projet qualifié d'équilibré et de pragmatique. Depuis toujours, la France marche au mélange. Mais elle ne peut le faire qu'autant qu'elle reste fidèle à sa culture, à sa langue, à sa manière d'être au monde, à ce qu'on appelle la République. Bref, pour autant qu'elle préserve sa capacité à intégrer. Il y eut bien quelques colibets, quelques invectives et 3 motions de procédure déposées par l'opposition. Mais l'atmosphère n'était pas aussi passionnée que lors du débat sur le code de nationalité. Simplement, les députés RPR-UDF ont fait savoir qu'il ne pouvait y avoir de consensus. On a l'impression que partout où il y avait des verrous, ces verrous sautent. Et d'une certaine manière, cela constitue, en tout cas nous le craignons, un appel à l'immigration clandestine qui risque de la faire flamber. Dans la majorité, l'enthousiasme n'était pas de mise. Les députés verts ce matin ont refusé d'écouter le discours de M. Chevènement pour protester contre son peu d'empressement à les prendre en considération. Si l'on n'est pas plus écouté par le ministre que nous l'avons été par le rapporteur socialiste de la commission des lois, c'est-à-dire pas du tout entendu, si les oreilles du gouvernement gardent des murs, alors nous voterons contre. Pour les mêmes raisons, le groupe communiste a réservé son vote final. La discussion reprendra sur le fond mardi prochain. Pour clore ce chapitre politique, sachez que le Bureau national du PC a appelé une grande manifestation le 18 janvier à Paris pour réclamer un référendum sur l'euro. Et puis le sondage du jour pour le baromètre Sofres Figaro Magazine, Lionel Jospin gagne 2 points avec 59% d'opinion favorable. Jacques Chirac reste stable avec 41% de satisfaits. Poursuite de la grève à France 3 où des négociations ont été entamées. Hier soir, la direction a décidé de suspendre la diffusion des programmes. Les discussions ont été interrompues en début d'après-midi à la Maison de la Radio et vous l'avez vu, c'est le PDG de France Télévisions qui est devenu l'interlocuteur des syndicats. Nous évoquions hier le décès de 2 enfants en Seine-Maritime des suites d'une méningite foudroyante. Un 3e a été hospitalisé sans qu'aucun lien n'ait été établi entre ces 3 cas. Une maladie qui ressurgit davantage en cette période de l'année. Enquête de Viviane Jungfer et Fabrice Launay. Damien, 7 ans, a succombé hier à une méningite foudroyante à Blangy-sur-Bresle, en Seine-Maritime, 3 jours après Mathieu, 15 ans, interne dans un lycée agricole situé à une 50aine de kilomètres de là. Donatien, un autre interne de ce même lycée, a lui été sauvé in extremis. Bien, les infections à méningocoque sont connues des pédiatres. Dans mon service, j'en reçois entre 5 et 10 par an. Parfois, cette affection est sévère, mais je pense que moyennant un diagnostic rapide et une prise en charge en soins intensifs, l'évolution peut être favorable, et c'est heureusement le cas du petit Donatien. Depuis hier, à Blangy, la situation est sous contrôle. Les quelques 250 élèves de l'école élémentaire suivent un traitement préventif, un antibiotique spécifique à prendre 2 fois par jour pendant 2 jours. Mairie, médecins, pharmaciens renseignent la population, mais de nombreux parents inquiets n'ont pas voulu envoyer leurs enfants en classe. On a un peu peur, souvent on ne les a pas mis à l'école. Parce que bon, l'école n'a pas été désinfectée. Ça peut être plus de parents à reprendre nos enfants. L'école serait peut-être désinfectée. Le méningocoque est un germe présent dans la gorge et contagieux par les gouttelettes de salive, le postillon. Mais en fait, ce germe est très fragile hors de l'organisme. On ne traitera donc que les personnes aient un contact rapproché et répété avec le sujet infecté par un antibiotique. Mais par ailleurs, compte tenu de la fragilité de ce germe, il est inutile de fermer une classe ou fermer un établissement. Grâce aux antibiotiques, la méningite est devenue aujourd'hui beaucoup moins grave et importante. Cependant, le froid peut augmenter le côté fulminant de cette maladie qui commence donc à faire son apparition depuis 8 à 10 jours. Et les spécialistes s'attendent d'ici à la fin de l'hiver à rencontrer une quinzaine de cas par semaine. Depuis lundi, c'est la semaine européenne de l'autisme. L'un des principaux problèmes des enfants atteints de ces maladies, dont on ne connaît pas encore toutes les causes, c'est l'absence de contact avec les autres. C'est pourquoi nombreux sont les parents à se battre pour obtenir, à tous âges, un système de scolarisation. Reportage de Pierre Ly et Jean-François Monet. Alizée n'a jamais parlé. Elle avait 1 an quand on a vu à ses gestes répétitifs, à la difficulté de trouver son regard ou son sourire, même et surtout pour sa mère, qu'elle était autiste. Pourtant, elle a pu jusqu'à l'an dernier aller à l'école maternelle et dans un centre de loisirs. Julia, dont la mère travaille dans cette école, s'est attachée à Alizée et nous dit ce qu'elle a vu.
quand elle est ici, chez elle, toute seule, et quand elle est au centre de loisirs, elle a un comportement totalement différent. C'est-à-dire? Au centre de loisirs, elle est calme, elle est très calme, elle essaye d'avoir un contact avec les autres. Oui, elle a senti qu'elle était acceptée dans un milieu autre que celui de la famille. Chaque fois qu'elle se retrouve avec des enfants autistes comme elle, notamment dans le groupe de psychomotricité, ça a été plus difficile. Comme si l'image, on lui renvoyait une image de différence et de handicap qu'elle a plus de mal à accepter. Alors que les autres ne lui renvoyaient pas cette image de différence. Elle était acceptée pour ce qu'elle était, comme elle était. Parce que pour les enfants autistes, ça les aide à progresser. Et pour les enfants comme les autres, ça les aide à, comment dire, à mieux comprendre les différences des deux autres enfants handicapés, que ce soit autistes ou autres. Mais les parents d'Alizée ont dû la reprendre à la maison toute la journée car on ne peut plus l'accepter à 7 ans en maternelle. Et ils n'ont pas trouvé de place en primaire, ne serait-ce qu'1 heure ou 2 par jour. C'est le temps qu'elle passait en maternelle où Evelyne l'avait prise en charge. C'est vrai qu'au début, c'était dur qu'elle parte de l'école. De temps en temps, avec les maîtresses, on en parle parce qu'il y a des choses qu'on fait dans la classe. On parle d'Alizée. Même avec les anciens enfants qui étaient là, on parle d'Alizée. Et ça, c'est important, ça. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie dans l'école. Et si quelqu'un est loin d'oublier ce qu'elle a découvert avec Alizée, puis avec d'autres enfants autistes, c'est Julia. Pour moi, l'autisme, c'est assez une énigme, mais c'est fascinant. C'est un peu un monde à part. Et pour moi, les enfants autistes, ils sont dans leur monde à eux. Et on essaye de les faire venir dans notre monde. Et moi, j'essaye d'aller dans leur monde à eux pour essayer de créer une communication. Et puis nous avons ce soir une pensée pour le petit Victor, 11 ans, mort la semaine dernière après avoir trouvé une véritable intégration scolaire en Italie et en Grèce, mais aucune en France depuis son retour en septembre. 2 sans domicile fixe retrouvés morts hier à Paris. Pour l'un d'entre eux, le décès est qualifié de suspect par la police car il y a des traces de sang. Le second est décédé d'un malaise cardiaque dans l'enceinte du métro. Le froid persiste sur toute la France, mais il y a une nette amélioration sur le front des intempéries. Ce matin, les dernières routes secondaires ont été dégagées, comme ici, près de Mâcon. Dès hier soir, la Nationale 4, où plusieurs poids lourds avaient été immobilisés dans la Marne, a été rouverte à la circulation. En Grande-Bretagne, la colère des éleveurs britanniques après la décision du gouvernement d'interdire les morceaux de viande de bœuf situés sur la carcasse. Ils ont bloqué plusieurs ports du pays en signe de protestation. Autre décision concernant l'hygiène alimentaire, mais sans aucun rapport avec la vache folle. Aux États-Unis, les autorités viennent de donner leur feu vert à l'irradiation de la viande rouge afin d'éliminer les éventuelles bactéries. C'est un système qui serait sans danger, affirment les experts. À Washington, Ulysse Gosset. En Amérique, royaume du steak où les importations de bœuf d'Europe et de France en particulier sont interdites et où la maladie de la vache folle n'a pas encore frappé, la crainte des consommateurs, ce sont les germes, les parasites, les bactéries qui tuent si les hamburgers ne sont pas assez cuits. En août dernier, d'ailleurs, 11 000 tonnes de hamburgers congelés ont été retirés du marché. Ils risquaient d'être contaminés. C'est donc pour réduire les risques que l'irradiation a été autorisée par la Food and Drug Administration, après 3 ans d'études. On utilise du cobalt 60 à très faible dose. La technique consiste à bombarder les aliments de rayons gamma afin d'éliminer tous les dangers. Les photons cassent les molécules à risque, sans laisser, affirme-t-on, de traces radioactives. Nous savons que cette technique est sûre, car elle est employée depuis des décennies à travers le monde, sans aucun danger pour la santé. Les producteurs de viande parlent de pasteurisation froide, de stérilisation par radiation. La méthode est déjà appliquée au poulet. Tout le monde n'est pas rassuré. Ça me fait peur parce que je pense que la radiation est pas bon pour les êtres humains. Je ne pense pas que c'est dangereux, mais moi, personnellement, je préfère ma viande sans radiation. Pour les Américains, l'irradiation du steak est bien entendu une révolution, un tournant comparable à l'introduction de la pasteurisation du lait au début du siècle. Bien entendu, tout le monde n'est pas encore prêt à l'accepter, mais plus de 60% des consommateurs se disent aujourd'hui d'accord pour acheter de la viande traitée au cobalt. 60%, c'est beaucoup.
Un exercice de simulation en grandeur nature aujourd'hui en Seine-Maritime autour de la raffinerie de pétrole de Notre-Dame de Gravenchon. La population alentour était invitée à suivre les mesures d'urgence préconisées en cas d'accident. Reportage de Carole Vénua et Jean-Louis Alferro. Ici, poste central, incendie, bloc 13. Feu sur TK 3000. L'incident est grave. Une cuve contenant 60 000 mètres cubes de pétrole brut s'enflamme à la suite d'un orage. Le poste de commandement de la raffinerie alerte toutes les autorités. La préfecture déclenche le PPI, plan d'intervention particulier. Il y a risque d'explosion, la population de la ville voisine est en danger. Super, VPC, je viens vous rejoindre. Tel est donc le scénario imaginé par les organisateurs de cet exercice de secours grandeur nature. Vous savez ce que c'est que cette sirène? Non. Non? Pas spécialement, non. Vous n'avez aucune idée? Ça doit être une alerte, mais c'est tout. On va rentrer, on va se barricader, on va plus sortir jusqu'à la prochaine sirène, hein, c'est ça? Et oui, c'est en effet les premières mesures de sécurité en cas d'accident à la raffinerie. Dans les écoles, les consignes sont respectées à la lettre, ne pas sortir, calfeutrer portes et fenêtres. Pour l'instant, très bien. Les enfants ne paniquent pas.